Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un stream consacré au tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, c'est un truc incroyable. Vous allez voir, c'est du tissu qu'on a littéralement partout dans le corps. C'est un tissu de soutien et vous allez voir que même le sang est considéré comme du tissu conjonctif. Donc on va découvrir ça puisqu'on en a partout, dans les ligaments, dans les os, dans le sang, dans la lymphe. Voilà, c'est un tissu qui est omniprésent et qui est juste magique, magique. Donc on va voir ça ce midi ensemble. Comme d'habitude, je suis accompagnée d'une éther à colorier qui va traiter ce sujet. Et cette fois, contrairement à d'habitude, je ne serai pas accompagnée par mon atlas d'anatomie néther, mais par le Marieb. Voilà. Le Marieb, c'est la Bible de la physiologie. Voilà, c'est un livre qui balaye toute la physio du corps humain. Les cellules, les hormones. Pareil, c'est un super bouquin. C'est une Bible qui explique comment fonctionne le corps humain. Vous voyez au bruit des pages que voilà, la neurologie, toutes les cellules, les muscles. Là, on est sur la peau. Voilà, c'est un super livre aussi qui est très dense. Mais l'avantage de ce livre-là, c'est que vous avez... comment je pourrais vous dire ça? Il y a les cours. Vraiment, on va dire, il y a le dur, quoi. Il y a les cours. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un condensé. Vraiment, vous avez un résumé qui vous permet de bien comprendre tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est vraiment ultra cool. Donc voilà, c'est un livre qui permet à la fois de pousser les connaissances, à la fois de résumer. Voilà, si vous ne voulez pas aller trop dans le détail de tous les chapitres, bah, vous avez 2 niveaux, on va dire, de lecture, voilà, de cet ouvrage. Donc ça, c'est très cool. Hop, je rebaisse un tout petit peu. Voilà. Et donc, comme d'habitude, on a notre petite lecture. Donc là, on va avoir de quoi faire, puisque le Marieb aussi va nous offrir pas mal de choses à savoir. Déjà, on nous dit que le tissu conjonctif comprend des groupes différents de cellules et de tissus spécialisés. Les tissus, puisqu'on vient de le dire, il y a plusieurs types de tissus conjonctifs. Donc on va dire les tissus conjonctifs. Ils remplissent plusieurs fonctions. Ils sont omniprésents dans le corps et ils ont à la fois un rôle de soutien. Ils vont être là pour nous soutenir, comme le rôle des ligaments, par exemple. Ils vont avoir un rôle de transport, comme le sang et la lymphe. Un rôle de stockage, par exemple, comme le tissu adipeux, la graisse, voilà, va permettre de stocker notamment du gras, de l'énergie, voilà, des calories. Un rôle de défense immunitaire, le sang, la lymphe, voilà, jouent ce rôle-là. Et de thermorégulation, le sang et le tissu adipeux permettent ces fonctions-là. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Le Marieb nous offre aussi d'autres informations. Il nous dit que le tissu conjonctif est partout dans le corps humain. Et ça représente environ 15% de notre masse. C'est pas rien. Il est le plus abondant de tous les tissus. C'est le plus répandu des tissus primaires. Et donc, il est contenu de... Ah, j'arrive pas à le dire. Il est de proportion, voilà. Il est présent en proportion variable dans le corps, selon les organes et selon le tissu. Je suis en train de regarder si c'est bon. Tchouk. Donc, prenons un exemple. La peau est composée principalement de tissus conjonctifs. Entre le tissu de soutien, la couche graisseuse qu'on a aussi dans la peau, on a énormément de tissus conjonctifs au niveau de la peau. Au niveau des articulations, c'est pareil, on va en avoir beaucoup
avec la capsule, les ligaments. Donc c'est un tissu qui va être omniprésent au niveau de la peau et des articulations, mais par exemple beaucoup moins au niveau du cerveau. Voilà, l'encéphale, lui, en contient très peu. Au niveau de l'encéphale, il y en aura au niveau des méninges. Vous avez peut-être déjà entendu parler des méninges. Les méninges, c'est l'enveloppe du cerveau. Voilà, donc ça, c'est du tissu conjonctif. C'est un peu, si vous voulez avoir une ordre d'idée, le tissu conjonctif, on va dire, c'est comme la grande toile d'araignée qui est partout à l'intérieur de notre corps, qui crée des relais, qui crée du soutien. Voilà, ça c'est en partie une grande fonction du tissu conjonctif. Si vous allez à la boucherie, c'est pas très grave, mais si vous allez à la boucherie par exemple, quand vous avez une pièce de viande, toute la partie du tissu blanc, vous voyez la feuille blanc nacrée là, cette couche-là, des fois on dit que la viande elle est nerveuse. Enfin, voilà, quand on a ce tissu blanc là, ça c'est du tissu conjonctif par exemple. C'est le tissu blanc nacré qu'il y a autour de la viande, donc qui enveloppe le muscle. Ça c'est du tissu conjonctif aussi qui permet de protéger notre muscle. On a 4 grandes classes de tissu conjonctif. On a le tissu conjonctif à proprement parler, avec tissu adipeux, tissu fibreux ligamentaire. On a le cartilage, le tissu osseux. Et oui, on l'oublie trop souvent que les os, c'est du tissu conjonctif. Et le sang. Voilà. Là, notre néther, lui, il divise ça donc en tissu conjonctif propre, associant notre tissu conjonctif lâche et notre tissu conjonctif dense, organisé en disposition régulière ou irrégulière. Et le tissu conjonctif là qui est plus spécialisé, c'est cartilage, donc c'est ce qu'on vient de dire, os, tissu adipeux, donc la graisse, le tissu hématopoïétique. Ça, alors normalement, c'est ce qui considère être la moelle osseuse. Je vais vérifier, hein, mais normalement, c'est ce qu'on sous-entend. Alors, je vais vérifier que je vous dis pas de bêtises. Moi aussi, ça me fait chercher loin dans toutes mes connaissances. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. J'ai pas réussi à mettre mon streaming. Il faut que je change la catégorie. Parce que j'ai pas réussi à mettre ce que je voulais en info de stream. Voilà, on va mettre ça ici. En study, comme d'habitude. Voilà. Ça, that's good. Et voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, je vois pas mon chat d'afficher, ce qui est un peu étrange. Donc, des fois, il met les annonces du bot, mais là, je les vois pas. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc là, on est bon au niveau catégorie, c'est pareil. Donc, notre tissu, je disais, notre tissu hématopoïétique, ça fait référence à tout ce qui concerne formation et développement des cellules du sang. Donc, hop, tout ce qui va produire globules rouges, donc globules blancs et les plaquettes. C'est donc la moelle osseuse, les cellules souches hématopoïétiques qui vont être capables de donner naissance à toutes les cellules du sang. Donc, moelle osseuse, cellules souches hématopoïétiques et les organes aussi. Foie et rate qui ont aussi un rôle au niveau du sang. Voilà. Ah, si, ça y est, c'est bon. Je vois mon chat. Donc là, dans tissu hématopoïétique, on sous-entend moelle osseuse, mais aussi rate, foie, cellules souches. Voilà. Donc notre tissu conjonctif propre en tant que tel, qui peut être dense, lâche, régulier, irrégulier. Il y a plein de sous-classes. C'est pas très grave en soi si vous n'avez pas tout ça. Ce qui compte, c'est de comprendre c'est quoi le tissu conjonctif et surtout à quoi ça sert et c'est où. Et notre tissu spécialisé, là donc cartilage, os,
graisse, donc tissu adipeux, tout ce qui est moelle, foie, rate, le sang et la lymphe. Voilà. Alors, je vérifie en même temps. Là, on nous donne des exemples. Par exemple, dans le cas... les fonctions. Donc, on a dit soutien, transport, stockage, défense, thermorégulation. Donc là, pareil, on nous parle de fixation et de soutien, de protection aussi, d'isolation ou de thermorégulation. Là, c'est un peu voisin. Isolation, donc. Et le cas du sang aussi de transport. Ça revient à dire ce qu'on disait aussi juste avant. Par exemple, le sang, lui, va transporter des substances à l'intérieur du corps. Jusque-là, rien de nouveau. Le tissu osseux, quant à lui, et le cartilage, quant à eux, donc tissu osseux et cartilage, soutiennent et protègent les organes en leur fournissant une charpente solide, le squelette. Le tissu adipeux isole et protège les organes, constitue aussi une réserve d'énergie. Voilà. Et donc, certains préfèrent appeler le tissu conjonctif tissu de soutien plutôt que tissu conjonctif, avec toutes ses fonctions. En fait, ce tissu va venir soutenir le rôle des organes, le rôle des os, le rôle des articulations, le rôle de la graisse. Voilà, le tissu conjonctif est là en backup, il est là en soutien des fonctions du corps. Alors, parce que là, on part sur des trucs un petit peu très très complexes. Donc là, c'est pas la peine de se casser trop la tête. Voilà, ça nous servira pour tout à l'heure. Hop, et on continue notre petite lecture de notre atlas. Le tissu conjonctif propre, donc cette sous-classe-là, associe de nombreuses variétés de types de cellules et de types de fibres qui sont enchevêtrées avec une substance fondamentale qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc vous avez différents types de cellules et de fibres qui nagent, c'est pas tout à fait correct, mais qui sont dans une espèce de matrice. Et elles sont là au milieu, comme des petits baigneurs dans une piscine. On va dire ça comme ça. Donc on a les cellules et la matrice extracellulaire, tout ce qu'il y a autour, on va dire l'eau du bassin, quoi. Le tissu conjonctif lâche, donc cette zone-là, lui, il est principalement observé sous l'épithélium, donc sous la peau. Il recouvre soit la surface du corps, soit il est à l'intérieur des cavités des organes. Donc, on a du tissu lâche sous la peau ou qui vient tapisser la paroi des organes. Au niveau de la peau, ça constitue souvent la première ligne de défense contre les infections. Et oui, on oublie trop souvent qu'en fait, notre peau, c'est la première barrière que l'on a face au monde extérieur. C'est notre peau qui nous met en interaction avec le monde, en fait. Donc, à la fois, ça nous permet d'interagir, donc de sentir des choses grâce aux cellules, au côté neurologique, aux récepteurs sensoriels. Mais c'est aussi ça qui fait barrière et qui fait que dès qu'on va toucher une surface où il y a des microbes, c'est-à-dire partout sur cette planète, eh bien, on ne va pas se laisser envahir. Donc, c'est notre première barrière, la barrière cutanée. C'est ça qui nous isole du monde, mais à la fois qui nous connecte au monde. Donc, la peau aussi, c'est un organe. La peau est un organe qui est fabuleux, là aussi. Et donc, ce tissu conjonctif vient donner cette fonction aussi à la peau. Donc, c'est notre première ligne de défense. Il est là pour venir remplir le rôle de défense. Le tissu conjonctif dense, lui, où est-ce qu'on va le retrouver? Il a beaucoup de fibres, mais peu de cellules. Constitue, lui, les tendons, les ligaments, la sous-muqueuse. Donc, par exemple, au niveau de la bouche, il y a toute une muqueuse, la muqueuse buccale, dans la bouche, par exemple. Il y aura du tissu plus dense, donc il y aura la muqueuse en tant que telle, et en dessous, il y aura du tissu encore plus solide pour venir, là aussi, soutenir
être plus dense et venir soutenir la muqueuse. C'est la sous-muqueuse. Donc, tendons, là pareil, on voit bien qu'il nous faut du tissu beaucoup plus rigide et plus fibreux, beaucoup plus solide. Donc, sous-muqueuse, c'est pareil, ça vient là en soutien. Et la couche réticulaire, qui est souvent un tissu de soutien. Les couches réticulaires, on va en avoir à plein d'endroits. C'est des dénominations, c'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez du tissu lâche, qui est souvent plutôt en surface, comme la peau, comme la couche à l'intérieur des organes, qui vient tapisser en fait nos organes à l'extérieur. Et derrière, vous allez avoir en backup un tissu plus dense qui va être là pour soutenir cette première couche de tissu lâche. En dessous, vous avez du tissu plus fibreux et beaucoup plus dense. Les éléments fibreux du tissu conjonctif vont comporter le fameux collagène. Voilà, vous avez entendu parler du collagène. Eh bien, le collagène, c'est dans le tissu conjonctif. Donc, on a des fibres de collagène qui sont assez nombreuses dans le tissu conjonctif. Il offre à la fois souplesse et résistance. On a des fibres élastiques. C'est des fibres entrelacées qui offrent souplesse et permettent au tissu de retrouver sa forme initiale. On a donc des fibres à mémoire de forme, si on peut dire. Et heureusement qu'elles sont là, puisque, vous voyez bien, quand on déforme la peau, quand on déforme un tendon, quand on déforme un organe, quand l'estomac se remplit, se vide, etc., eh bien, heureusement que notre corps a la capacité de revenir à sa forme initiale et d'accepter les contraintes. En fait, ça permet de tolérer les contraintes mécaniques, donc la déformation, et ça permet de revenir, d'avoir une mémoire, comme on est constitué, et de revenir à sa forme initiale. C'est ça l'intérêt du tissu conjonctif. Grâce à nos fibres élastiques. Donc à la fois c'est souple, à la fois c'est résistant, et à la fois ça permet comment je pourrais dire ça, une plasticité. Voilà, c'est plastique, ça bouge, c'est mouvant, mais ça revient à son état initial. Et donc nos fibres réticulaires, qui elles sont dans la couche réticulaire, elles sont minces, donc ce sont des fibres minces de collagène qui vont apporter résistance, et ce sont des éléments fibreux qu'on retrouve le moins souvent. C'est pour ça que le tissu réticulaire, si vous vous en souvenez pas, c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que dans le tissu conjonctif, il y a deux grands types de fibres. Le collagène, qui va venir le rendre à la fois souple et résistant, comme un ressort. Un peu. En fait, le tissu conjonctif, imaginez que c'est comme un ressort. À la fois, c'est souple, c'est résistant, et à la fois, ça se déforme et ça se reforme. Voilà. Imaginez que c'est une sorte de tissu ressort qu'on a un peu partout, qui va venir soutenir, qui va venir stocker des choses, jouer un rôle de défense. Enfin, c'est un tissu un peu couteau suisse, qui sert à énormément de choses. C'est un tissu qui est indispensable dans le corps et qui est omniprésent. Voilà, il remplit énormément de fonctions, il est présent sur quasiment tous les organes, quasiment tous les tissus, toutes les zones du corps humain, muscles, tendons, les organes, la peau, c'est partout, partout, partout. C'est la toile d'araignée qu'on a partout à l'intérieur du corps. Voilà, retenez ça, le tissu conjonctif, c'est ça. Et à l'intérieur de ce tissu conjonctif, il va y avoir plein de cellules qui vont remplir des rôles différents, aussi variés qu'est le tissu conjonctif. Et c'est ça qu'on va maintenant découvrir un petit peu plus. Je vais juste regarder, hop, je regarde si le Marieb peut nous offrir des informations complémentaires qui ne soient pas trop complexes. Non, ça c'est trop compliqué, on parle d'embryologie. Hop. Je regarde mésenchyme, danse régulier, cartilage hyalin, cartilage élastique. Là en fait, il nous montre tous les types
Je peux vous balayer ça vite fait. Hop, là, parce que c'est pour la culture. Tant qu'on est là, on est là pour se cultiver. Hop. Là, il nous montre. Là, on a un petit fœtus. Et à la base, le tissu conjonctif, pour votre culture, ça vient de la couche qu'on appelle le mésenchyme, le mésoderme. Donc, on voit en grisâtre, là, ben, c'est la matrice. C'est le bain dans lequel sont nos petits baigneurs. Donc, on a nos cellules mésenchymateuses qui, au début, ne sont pas trop différenciées. On est à l'état d'un fœtus, on ne sait pas trop quelle cellule va devenir quoi encore. Après, ça va se différencier petit à petit. On est dans notre substance fondamentale, en gris, et on voit les petits filaments. Et bien, ça commence à être nos fibres. Voilà, donc ça, c'est du tissu conjonctif à l'état embryonnaire. Donc, il est présent chez l'embryon au milieu. Au milieu, voilà. C'est là qu'on commence à comprendre qu'il est là pour venir soutenir. On voit sa zone rose là, il est là pour venir soutenir. On a un autre type de tissu qui sera autour, donc l'ectoderme. Et ce qu'il y a à l'intérieur qui va commencer à venir former notamment les organes, c'est l'endoderme. Voilà. Et la partie neurologique fait aussi partie de l'ectoderme, mais peu importe. C'est un autre sujet. Là, on nous parle très répandu sous les épithéliums. Donc là, on voit, par exemple, que sous la peau, attendez, je vais essayer de pousser un petit peu plus. On a du tissu conjonctif lâche. Voilà. C'est cette zone-là. Donc là, on a toutes les cellules de l'épithélium, les cellules de la peau. Et en dessous, on a une lame qu'on appelle lamina propria. On a une lame de tissu conjonctif qui vient, mais comme on disait, qui est là pour venir soutenir ces cellules. Et là, on voit toujours cette espèce de matrice en gris, là, le bain dans lequel sont les baigneurs. On a quelques noyaux de cellules, on a des cellules, les petits ronds qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit? En rose, nos fibres. On a des fibres élastiques, comme on disait tout à l'heure, qui sont là pour donner l'élasticité et que ça revienne à sa forme initiale. Hein. Quand on déforme la peau, heureusement, elle reprend sa forme initiale. Et on a aussi notre collagène qui est là. Donc on voit que ça commence à se différencier. Et là, on a une proportion de fibres qui est énorme. Ça, c'est notre tissu, par exemple, donc la lamina propria, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est sous la peau. Notre tissu conjonctif qui est dense, qui est sous la peau, avec à la fois de la fibre élastique, qui offre souplesse, qui offre la plasticité, la souplesse et le retour à la normale, et notre collagène, qui est là pour donner la souplesse et la résistance, les deux. C'est pour ça qu'on prend aussi du collagène pour la peau. On prend du collagène pour réparer nos muscles, nos tendons, mais aussi pour donner une meilleure trophicité à la peau. Voilà. Par exemple, là, on va voir du tissu conjonctif lâche, mais aussi adipeux. Notamment, là, on est sur un sein. À l'intérieur, ce qui vient remplir le sein, c'est un tissu conjonctif qui est en grande partie composé en fait d'adipocytes, de cellules graisseuses. C'est pas très glam, mais le sein, c'est beaucoup de graisse. Et voilà. Donc on a toujours notre matrice et nos cellules. Voilà. C'est du tissu qui est sous la peau. Dans l'abdomen aussi, on a ce type de tissu. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose à dire. Une réserve d'énergie, soutien, protège. Voilà. Donc vous avez plein d'exemples là où vous avez du tissu de soutien avec des proportions différentes des différentes cellules. C'est vraiment pour comprendre qu'il est partout. Là, on a une rate, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc au niveau du tissu hématopoïétique,
ce qui va servir au sang et aux cellules de l'immunité, du sang, etc. Ben, on a notre organe rate qui, lui, est composé de tissus conjonctifs lâches réticulaires. Donc, on va avoir un petit peu plus de fibres réticulaires dont on parlait tout à l'heure, qui sont des fibres de collagène qui ont des minces fibres de collagène. Je vais y arriver. Donc là, on a toujours un fond de matrice dans lequel il y a des petits baigneurs. Et on voit des globules blancs, on voit nos fibres réticulaires, on voit des mastocytes qui sont des cellules immunitaires aussi. Voilà. Donc on voit le réseau de fibres de tissu conjonctif réticulaire qui compose le squelette de la rate. Voilà comment est fait notre rate. Un réseau de fibres baignant dans une substance fondamentale, nanana, comme d'habitude. Les fibres forment un squelette interne souple qu'on appelle le stroma. Voilà, sachez-le. Ça soutient d'autres types de cellules, notamment globules blancs, mastocytes, macrophagocytes. Tout ça, c'est des tissus, c'est des cellules immunitaires. Donc, on a notre tissu conjonctif, dont les fibres sont là pour venir soutenir et baigner toutes ces cellules immunitaires. Voilà. Et ça forme notre rate. Là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je vous le laisse deviner en mille. On a une articulation de l'épaule, qu'on ne voit pas très bien. Mais... Donc là, vous voyez les différences de forme d'organisation cellulaire, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Il y a toujours les mêmes... On a une trame de fond qui est commune. Et après, le cocktail est complètement différent à l'intérieur. La recette est complètement différente. Les ingrédients sont mixés en proportions complètement variables, selon la fonction qu'on attend de ce tissu conjonctif. Est-ce que c'est un organe? Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est un tendon? Voilà. Et donc, ça vous donne des photos, on va dire des coupes microscopiques complètement différentes. Et là, on part sur un tendon. C'est un tissu conjonctif dense qui est régulier. On voit vraiment la composition régulière. C'est pas fouillis. Contrairement à hop, regardez. Là, on a une capsule. Là, on a notre épaule à chaque fois. Ça, c'est la capsule de l'épaule, dont on a déjà parlé en stream. Et là, c'est les tendons de l'épaule. Ça, c'est du tissu dense à chaque fois. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Il n'y a pas d'espace. On va dire l'eau de baignade, il n'y en a pas beaucoup. C'est le mois d'août. C'est le mois d'août dans la Méditerranée. Il y a plus de baigneurs que de mer. Et là, donc nos deux tissus denses, on voit bien la différence entre quand c'est un peu lâche et quand c'est dense. Là, on voit que c'est serré, ça a été compressé comme un millefeuille. Là, c'est régulier. On voit, on a notre petite vaguelette qui est régulière chaque fois. Une couche, 2 couches, 3 couches, etc. Et là, c'est le fouillis. C'est dense, mais c'est le fouillis. Bon, c'est jamais 100% du fouillis, hein, le corps ici ce qu'il fait. Mais vous voyez la différence? Là, c'est bien organisé, c'est régulier. Là, c'est irrégulier. C'est un peu aléatoire. C'est irrégulier. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est nos fibres de collagène qui sont organisées de manière régulière. Et nos noyaux de cellules, là, c'est des fibroblastes. On les découvrira tout à l'heure en légende 6. Ça, on a nos fibroblastes qui sont là. Donc, on nous dit, c'est notre tissu conjonctif dense, régulier d'un tendon. Notez l'abondance des faisceaux de collagène parallèles et ondulés. Voilà. Là, c'est très flagrant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un fibre de collagène parallèle, quelques fibres d'élastine et les fibroblastes. Voilà. Ils sont attachés aux muscles et aux os. Relient les os, comme d'habitude. Voilà. Donc ça constitue les tendons, et la plupart des ligaments et des aponevroses. Voilà. Ça, c'est notre tissu conjonctif dense régulier, qui correspond aux tendons et aux ligaments. On pourrait le faire dans les grandes lignes. Hop. On a notre tissu conjonctif maintenant dense et régulier. Donc lui, on voit bien toujours nos fibres de collagène, nos noyaux.
Donc, tissu conjonctif irrégulier, là, on est au niveau du derme, par exemple. On note l'orientation irrégulière des composantes du tissu. Voilà, à comparer avec d'autres photos. On voit très très bien la différence. Donc, c'est composé principalement de collagène, regroupé en épais faisceaux orientés dans tous les sens de l'espace. Quelques fibres élastiques, des fibroblastes. Voilà le type principal de cellules qu'il y a dans notre tissu conjonctif dense irrégulier. Ça permet de supporter l'étirement exercé dans plusieurs directions. Voilà, notamment là, il nous parle de notre capsule. Forcément, la capsule de l'épaule, elle est sollicitée dans plein de paramètres. Contrairement à un tendon, lui en général, qui va subir un étirement dans un seul paramètre, dans une seule orientation. Voilà pourquoi c'est orienté, tout le monde est orienté de la même manière. Alors que là, il faut vraiment constituer un maillage polyvalent, si je puis dire, qui permet de résister à des sollicitations dans tous les plans de l'espace. Qu'est-ce qu'on a là? On en a parlé l'autre fois aussi, de nos côtes. Nos côtes, on a dit que c'était du cartilage hyalin. Et bien le cartilage hyalin, c'est composé comme ça. On a notre matrice, notre bain, dans lequel sont les baigneurs. Les baigneurs, c'est des chondrocytes. C'est des cellules qui produisent du cartilage. Voilà, chondrocytes. Chondre, c'est toujours cartilage. Voilà, c'est le préfixe cartilage. Donc, ils nous disent le cartilage hyalin, c'est le cartilage le plus répandu du corps humain. Beaucoup de fibres de collagène, mais plutôt invisibles, de sorte que la matrice paraît un peu amorphe. Et on voit un blanc bleuté vitreux. C'est pour ça que, par convention, en anatomie, en fait, on colorie toujours le cartilage en bleu, parce qu'il a une teinte comme ça, un peu blanc bleuté. Les chondrocytes sont là aussi, un peu environ 10% du volume. On voit que c'est assez éparse. Voilà. Notre cartilage hyalin, il assure un soutien ferme et flexible. Parfait pour les côtes. On a fermeté et flexibilité. Donc, ce cartilage va venir fermer notre thorax et à la fois lui offrir la capacité d'expansion pour pouvoir respirer. Aussi cartilage articulaire au niveau des os qu'il recouvre à leur extrémité. Ça forme un coussin élastique qui va venir absorber les forces de compression et encore une fois revenir à sa forme initiale. C'est toujours la même chose, ça permet d'être déformé et de revenir à sa forme initiale. Avant la formation du tissu osseux, le squelette de l'embryon se compose principalement de cartilage hyalin. C'est pour ça que nos bébés, ils sont tout mous, tout flexibles, parce qu'en fait, leurs os, pour le moment, sont essentiellement composés de cartilage. Ce cartilage, petit à petit, va s'ossifier dans l'évolution, etc. Et donc, ce cartilage de bébé, c'est du cartilage hyalin. Il persiste chez l'enfant, et au bout d'un moment, on l'appelle cartilage épiphysaire. C'est là où il y a la croissance. Ça constitue l'extrémité des os longs. Et c'est la zone donc de croissance active qui permet aux os de grandir. Donc petit à petit, ce cartilage hyalin de bébé s'ossifie, sauf au niveau d'une zone précise. Et c'est de cette zone que continuent à pousser nos os pour s'agrandir. Et c'est ça qui donne parfois les douleurs osseuses de croissance. Parce que l'os, ça prolifère, ça tire sur les tendons. Et voilà, des fois, l'os va un peu plus vite que le tendon. Et du coup, les contraintes sont maximales. Voilà, et c'est aussi ça qui peut donner les épiphysites de croissance parfois. Quand on fait trop, quand on a un jeune très sportif, au niveau de la croissance, pareil, ça va solliciter beaucoup et ça va créer des douleurs au niveau des épiphyses. Voilà, maladie de Sévère, maladie d'Osgood-Schletter, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Voilà. Et donc ce cartilage hyalin soutient le bout du nez. Et oui, notre nez, c'est du cartilage. Nos oreilles aussi, ça peut être du cartilage élastique cette fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a nez, côte, voilà. Et donc on a notre cartilage hyalin et on a dit au niveau des oreilles, cette fois on va avoir du cartilage élastique. Donc là on voit que le bain
c'est déjà un peu plus dense. Vous voyez, on voit moins l'eau du bain, entre guillemets. Là, on a toutes nos cellules, nos chondrocytes dans leurs lacunes, et on a beaucoup, beaucoup plus de fibres élastiques. Voilà. Ah oui, je n'avais pas dit notre cartilage hyalin aussi. Donc, et on a nez, côte, et on a aussi tout ce qui est pharynx, larynx, tout ça. Toute cette zone-là. Là. Cartilage aussi. Cartilage hyalin. Notre cartilage élastique, il ressemble au cartilage hyalin, mais sa matrice renferme beaucoup plus de fibres. On le voit, c'est moins... c'est pas très, on va dire, anatomique. Il y a moins d'eau du bain. C'est un truc moins aqueux, ça veut rien dire. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus fibreux. On les voit, ces fibres. Voilà, il y a moins de matrice, beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de cellules dans notre cartilage élastique. Celui de l'oreille, par exemple. Donc, la fonction, c'est maintenir la forme en gardant une grande flexibilité. Qu'est-ce qu'on a de mieux comme exemple que notre oreille? On peut la plier dans tous les sens et va revenir à sa forme initiale. Ça soutient l'oreille, le pavillon, c'est ça qui forme le pavillon de l'oreille, qui va faire que le son va cheminer jusque dans notre conduit auditif, par le méa acoustique externe jusqu'au tympan. Ça soutient l'oreille, donc la trompe auditive, le méa acoustique, etc. Voilà. Donc, cartilage élastique du pavillon, humaine, c'est bien de le préciser, forme la charpente flexible de l'oreille. Et du coup, question, pourquoi chez les rugbyman notamment, on a certains judokas aussi, on peut avoir les oreilles qui sont complètement déformées. Alors, on va essayer de comprendre par quel mécanisme ça arrive. Voilà. Alors, essayons de comprendre. Ben oui, ça donne, comme on dit très élégamment, un peu les oreilles en chou-fleur. Les fameuses. Alors, même si l'oreille, c'est principalement du cartilage élastique, ça peut se déformer de manière permanente quand on endommage en fait ce cartilage, quand on va au-delà de son élasticité, de l'élasticité qu'elle peut permettre naturellement, physiologiquement, en fait, on va léser ce cartilage. Ce cartilage, comme on le disait, même au niveau des articulations, en fait, il n'y a pas de sang qui va venir nourrir. C'est avasculaire. C'est un tissu qui est très, très mal vascularisé, voire pas du tout. Donc, elle se nourrit par capillarité avec le tissu qui entoure le cartilage. Mais le cartilage en lui-même, il n'y a pas de vaisseau sanguin dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un traumatisme, notamment mêlée, plaquage, voilà, et ce genre de choses? Eh bien, en fait, les petits vaisseaux qui viennent quand même jusqu'aux abords de ce cartilage, à force, ils vont être tellement sollicités qu'ils vont finir par se rompre complètement. Et donc, comment je pourrais dire ça? Les petits vaisseaux, ils se rompent et ça fait des plein de petits hématomes. En fait, ça fait des bleus, des hématomes qui vont être là. Entre les tissus. Et donc, il est plus nourri, ce cartilage. L'hématome s'il n'est pas drainé, en fait, le cartilage, au bout d'un moment, il va pas comme mourir, mais voilà, il sera plus vascularisé. Le corps va venir réparer ça, et en fait, ça va créer des dépôts de collagène complètement anarchiques. En fait, on perd l'équilibre naturel de cette zone et ça va se réparer un peu n'importe comment, ça va ramener du collagène, et du coup, ça devient complètement dur et bosselé et difforme. Ça devient anarchique. Voilà. Le cartilage élastique ne se régénère pas au même titre qu'un muscle ou que la peau ou qu'un tendon, malheureusement. Il y a peu de cellules qui sont capables de produire cette structure normale spontanément. Voilà.
C'est fait donc avec une sorte de tissu cicatriciel. En fait, c'est comme les cicatrices qu'on peut voir sur la peau, mais en fait, ça va venir faire des cicatrices de cartilage. Donc, au bout d'un moment, ben, ça va être tout boursouflé, tout déformé, quoi. Et qui est forcément moins élastique, pas physiologique, donc ça va être disgracieux. Enfin, c'est anarchique. Voilà. Et donc, ça entretient un peu ce cycle comme ça de traumatisme et de fibrose. Et voilà le pourquoi du comment. Du fait que les traumatismes viennent léser les petits capillaires qui arrivent encore à nourrir le cartilage, ben le corps renvoie du collagène pour venir réparer, mais ça perd sa structure normale. En fait, il sait pas refaire du cartilage, ça renvoie juste une cicatrice, si on peut dire. Voilà. Comme le tissu est lésé, il va venir faire une cicatrice. Et une cicatrice, c'est rarement, vous voyez bien, quand on a une cicatrice, c'est rarement comme la peau. C'est un tissu cicatriciel, donc c'est un peu moche. Voilà le pourquoi du comment. Il y a les oreilles en chou-fleur. Voilà, c'est du cartilage qui cicatrise comme il peut. Là, on est bon. Est-ce qu'il nous en propose d'autres? Après, il va nous parler de l'os et du sang. Est-ce que... Je réfléchis si on se lance maintenant notre film. Je regarde en même temps, hein. Excusez-moi, pour essayer de pas trop embrouiller dans tous les sens. On peut s'en parler maintenant peut-être. Ah, on a d'autres. Il nous montre d'autres choses. On a du cartilage fibreux. On en avait parlé quand on avait fait la colonne vertébrale. On a nos disques. Nos disques intervertébraux. C'est un disque avec des fibres circulaires. Et au milieu, on a notre noyau, notre nucléus pulposus. Et bien là, on est en train de voir le rond, en fait, les fibres qu'il y a au niveau du tour du disque intervertébral. Le cartilage fibreux, là, c'est une matrice semblable à celle du cartilage hyalin, moins ferme. Et les fibres de collagène épaisses sont prédominantes. Là, on voit très bien nos fibres, pareil, qui sont organisées. Et on voit quelques cellules cartilagineuses. Voilà, cartilage fibreux d'un disque intervertébral. Notez l'orientation parallèle des fibres de collagène, comme dans le tissu conjonctif dense régulier. Et oui, là, on se retrouve un petit peu avec la même configuration, à quelque chose près. Hein. Évidemment, c'est pas pile, mais là, on voit bien que là aussi, c'est une organisation régulière. C'est pas l'anarchie. Voilà, on en a dans les disques intervertébraux, dans tous les disques, en fait, au niveau du pubis aussi, au niveau de la symphyse pubienne, et au niveau des ménisques, c'est la même chose. On va retrouver ce type de tissu, ce type d'organisation de tissu. On le voit notamment, quand on avait fait la colonne vertébrale, je vais vous retrouver ça, où on voyait bien notre noyau et notre... Voilà. Là, on voit bien sur un disque qu'on a un tour qui est fibreux, organisé, et au milieu, on a notre noyau qui peut sortir et faire une hernie quand il y a une faiblesse, voilà, qu'il arrive à traverser cette barrière de fibres, ça va venir créer la hernie. Voilà, nos ménisques aussi, du genou, c'est aussi du tissu fibreux comme ça. Au niveau, voilà, du pubis, là, on a un disque en dessous la capsule, là aussi, c'est du tissu fibreux, comme ce qu'on vient de voir. Toc. Et hop, là, on va nous reparler de l'os. On avait fait tout un truc sur l'organisation osseuse. Mais bon sang. Ça y est. Alors, attendez juste le temps que je retrouve ma feuille. Là. Vous vous souvenez, là, on avait colorié. Alors, je vais changer mes 2 pages. On avait colorié l'organisation de nos os en ostéon,
avec le vaisseau sanguin qui vient nourrir, voilà, notre ostéon. L'organisation, voilà, comme ça, en rond, là, dans notre canal d'ostéon, avec toutes les différentes, les petits, tous les petits différents pointillés, là, nos cellules, les ostéocytes, voilà, au niveau de notre os compact, évidemment, hein. Et bien là, vous voyez ce que ça donne sur une coupe dans la vraie vie. Vous avez l'ostéon qui est là, les petits pointillés qu'on voit, nos ostéocytes. Et évidemment, là, on a notre ce qu'on aurait au niveau vasculaire, là, notre petite artère centrale. Là, nos ostéons. Voilà. Donc, en fait, ce dessin-là, vous le retrouvez in situ, dans la vraie vie. Sur une coupe, ça donne ça, au microscope. Donc, la coupe transversale d'un os. L'os dense, hein, évidemment. Et bien là, la matrice, c'est très dur. Vous voyez que le bain, contrairement à d'autres photos, là, on n'a pas beaucoup d'eau du bain. Hein. Là, les cellules, elles sont vraiment très, très denses, très condensées, très compactes. D'où le nom d'os compact. C'est une matrice qui est calcifiée et qui contient de nombreuses fibres de collagène, des ostéocytes qui sont dans les lacunes. Et ça, c'est très, très vascularisé, contrairement au cartilage. L'os reçoit énormément de sang. C'est très vascularisé. Chaque ostéon, chaque rond a son petit canal vasculaire. Et bien là, c'est un tissu conjonctif qui vient offrir le soutien et la protection. Voilà. Il forme des leviers que les muscles peuvent actionner. Ça emmagasine du calcium et des minéraux et des lipides. La moelle osseuse rouge est le siège de la formation des cellules sanguines. Voilà, on rappelle que au centre de l'os, on a la moelle osseuse comme dans l'os à moelle. Voilà, là on a la moelle, la moelle osseuse qui est aussi un tissu conjonctif, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, le tissu hématopoïétique comme la rate, la moelle osseuse, le foie. Voilà. Et là, on voit bien l'organisation. Vous voyez ça et ça, c'est toujours du tissu conjonctif, hein, mais c'est absolument pas organisé de la même manière. Là, on est sur un disque intervertébral. On est sur un os. Là, on est sur du cartilage costal. Là, on est sur un tendon. Là, on est sur une capsule. Là, on est sur une rate. Enfin, vous voyez, le tissu conjonctif, c'est très varié. On va dire qu'il y a les mêmes ingrédients. Mais on a une déclinaison de cocktail infinie ou presque. Voilà, c'est ça le tissu conjonctif. Et attendez, hop, j'essaye de continuer en même temps. Hop là, pardon, ça grattait. On a notre sang. Et oui, le sang, c'est aussi un tissu conjonctif. Le sang, eh bien, il y a des globules rouges, des globules blancs, dans une matrice liquide. Là, on voit bien le bain, les petits baigneurs. Le bain, on appelle ça le plasma. Vous avez peut-être entendu parler de don de plasma. Voilà, mais le plasma, c'est l'eau du bain, du sang. C'est jaune, transparent un peu, le plasma. Ce qui donne la couleur rouge au sang, c'est les globules rouges. Voilà. La matrice, donc, elle est un peu transparente, voilà. Mais son rôle à ce tissu conjonctif, le sang, c'est quoi ? C'est transporter l'oxygène et le CO2, donc les gaz respiratoires, grâce aux globules rouges qui vont venir fixer ça, grâce au fer notamment. Ça vient transporter les nutriments, les déchets et tout un tas d'autres substances. C'est nos autoroutes. Voilà, c'est l'autoroute du corps humain qui va venir transporter, apporter, voilà, pour que on ne soit pas inondé de nos propres déchets et qu'on puisse faire arriver les bons nutriments jusqu'aux endroits où il y en a besoin. Et donc ce tissu conjonctif, il est où ? Dans les vaisseaux sanguins. Ah, bien le bonsoir. Ah, t'as changé ton pseudo, SK ?
CST SKZ. Salut SK, ça va bien? Un petit coucou du fond de la classe. Eh bien, écoute, installe-toi. Là, il faut s'accrocher. C'est le tissu conjonctif. Plutôt, je devrais dire les tissus conjonctifs. Et il y a tout un... C'est tout un vaste sujet. T'as changé, longue histoire. Mais il n'y a pas de mal. Donc, je continuerai à dire SK, il n'y a pas de problème. Mais... faut que je change ça dans mon petit cahier parce que ça va pas le faire. Du coup, je t'avais à S, ça va plus, là. Ça va plus, SK. Ça y est, là, mon répertoire, c'est foutu en l'air, là. Foutu en l'air. Heureusement, normalement, je serais capable de m'en souvenir. J'ai encore assez bonne mémoire pour ça. Ça devrait aller. Bon, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon début de semaine, que tu as bien dormi et tout et tout. Voilà, là, on est sur le tissu conjonctif. Alors, je ne sais pas depuis quand tu es là, pas là, mais n'hésite pas à aller regarder le début du stream en replay parce que le tissu conjonctif, c'est un vaste sujet. Très vaste sujet. Et donc, notre sang, ben voilà, ça va transporter à la fois les cellules, les globules rouges, pardon, et à la fois les cellules immunitaires aussi. Voilà. Les neutrophiles, les lymphocytes, voilà. Des noms que vous avez déjà vus ou entendus, enfin, voilà, sur des prises de sang. Tout ça, c'est les cellules sanguines. Voilà. Frottis de sang humain, on voit donc des globules blancs, granulocytes, donc les neutrophiles et lymphocytes, voilà, entourés de plein de globules rouges dans la matrice qui s'appelle plasma, l'eau du bain. Voilà, ça c'est plasma. Donc voilà la gueule de notre tissu conjonctif. Il y en a plein. Celui qui est sous la peau, plein de collagène. Celui qu'on a, par exemple, le tissu adipeux qu'on peut avoir au niveau de la poitrine. Voilà, pareil, l'eau du bain qui vient baigner plein de cellules adipeuses, des cellules graisseuses. Notre rate. Voilà. Pareil, avec des fibres cette fois réticulaires et des cellules immunitaires. Notre tissu conjonctif tendineux, très organisé, régulier, qui permet de résister à des contraintes dans un seul plan de l'espace, contrairement à notre tissu conjonctif dense qui cette fois est irrégulier au niveau des capsules notamment. Là, on voit qu'il est capable de venir résister à des tractions, des sollicitations dans plein de plans de l'espace. Là aussi, l'eau du bain, la matrice, est peu présente. On a énormément de fibres, de collagène. Notre cartilage hyalin, le nez, les côtes, voilà, essentiellement les articulations. Donc au bout de nos os, voilà, c'est du cartilage comme ça, avec une grande matrice et des cellules, des chondrocytes. Voilà. Trachée aussi, voilà. On a notre cartilage élastique, notamment l'oreille, les ménisques, enfin tout ce qui est symphyse, même au niveau de la mâchoire et des petits disques, voilà, des choses comme ça. C'est du tissu élastique, du cartilage élastique, pareil, peu de matrice, beaucoup de fibres élastiques. Et puis des petits baigneurs, qui sont les cellules cartilagineuses, les chondrocytes. Cyte, souvent c'est cartilage. Dès que vous voyez ça, cyte, C-Y-T-E, ça veut dire cellule. Et là, chondro, on l'a dit, c'est cartilage, donc ça veut dire cellule du cartilage. Comme ça, vous ne serez jamais perdu. On a notre cartilage fibreux. Voilà. Pardon, le fibreux, oh là là, je dis n'importe quoi. Je recommence. Le tissu élastique, c'est tout ce qui est oreille, conduit auditif, etc. Ça, c'est élastique. Il faut que ça revienne à sa place. Voilà, c'est très souple et très plastique. C'est la mémoire de forme. Voilà. Et on a notre tissu cartilagineux fibreux, très solide, très résistant. Donc, je répète, les disques intervertébraux, les ménisques, tous les disques articulaires, symphyse, donc pubis, mâchoire, genou, tout ce qui doit résister à des grosses contraintes mécaniques. On va avoir du cartilage fibreux, pareil, très dense,
extrêmement denses, organisées en différents feuillets pour venir résister à des compressions, des sollicitations, des cisaillements. Voilà. Là, on est sur du tissu fibreux qui est très, très, très solide. Des particularités. Là, on a notamment os et sang. Là, la matrice, pareil, l'eau du bain est très peu présente. On a nos ostéons qui sont bien organisés, bien serrés, bien denses, bien compacts dans le tissu osseux compact. Voilà, mais ça donne ça. Et notre sang, l'eau du bain, le plasma, qui baigne nos cellules sanguines, les globules rouges et les cellules lymphocytaires, neutrophiles, enfin voilà, nos cellules immunitaires. Et voilà. Là, franchement, ça nous fait des belles choses à voir. Et là, maintenant, on va venir colorier un petit peu et repérer nos différents types de cellules qu'il peut y avoir. Là, c'est quelque chose, on va dire, un peu prototype. Voilà. On va dire, c'est un cliché. Voilà, un truc qui n'existe pas vraiment, mais qui rassemble tout ce qu'on peut trouver un petit peu dans le tissu conjonctif. Voilà, donc nous, on va colorier cette espèce de truc imaginaire. Voilà, un rassemblement, c'est une grosse photo de famille, la cousinade, et on va repérer un petit peu qui est quoi, on va redire qui fait quoi, histoire de bien comprendre. Hop là, le problème de la connaissance, c'est lourd. Tac. Et on est parti pour le petit coloriage. Je bois un coup avant, vous m'en voulez pas. Ah, ben j'y arrivais. Voilà. Alors, là, pareil, il n'y a pas de nomenclature particulière pour les cellules. On peut les colorier de n'importe quelle couleur, pas d'importance. C'est pas comme les muscles en rouge, le cartilage en bleu, blablabla. Là, on s'en fiche un peu. Alors, on va se colorier d'abord. Donc, je vais prendre une couleur tout de suite. Les cellules plasmatiques, les plasmocytes. Quelle couleur? C'est le vert qui est sorti, alors on va se faire du vert. Voilà. Les plasmocytes, eux, qui vont sécréter des immunoglobulines, qui sont des dérivés des lymphocytes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des cellules immunitaires. Voilà. On va avoir beaucoup de cellules immunitaires parce que le tissu conjonctif, on le rappelle, a un rôle de défense. Il est là pour venir soutenir, protéger notre corps, être une barrière face au monde extérieur, grâce, par l'intermédiaire de la peau. Il vient protéger nos organes aussi. Il enveloppe tous nos organes, le cerveau, le foie, l'estomac. Voilà. Donc, on a des cellules immunitaires, forcément, pour venir sécréter les petits soldats ou toutes les substances nécessaires pour se battre contre les agents extérieurs. Donc, hop là, en 1, nos cellules, voilà que je ne dis pas la légende, nos cellules plasmatiques, là, les plasmocytes. Cytes, on rappelle ces cellules. Dès que vous avez cyte, ça veut dire cellule. Là, ils sont là. Voilà. On a donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le tissu conjonctif, on a des cellules qui viennent protéger. Voilà. On a des cellules du système immunitaire. Ouais. Ah ben évidemment. Heureusement qu'on a des bodyguards. On en a partout, 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 partout. Même sur notre peau. Sur notre peau, c'est un peu différent. En fait, ça, c'est des cellules immunitaires. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça cellules immunitaires, je ne sais pas trop. Mais sur notre peau, on a notre propre flore. En fait, on a des bactéries aussi sur la peau, dans la bouche. C'est comme la flore digestive, un peu, si on veut. Nos muqueuses, en fait, elles sont couvertes de bonnes bactéries qui sont là pour nous aider, comme certains animaux qui cohabitent avec d'autres espèces pour faire une sorte de collaboration. Ben, nous, c'est pareil. On collabore avec des bactéries, voilà, qui sont là pour nous protéger de d'autres bactéries qui, elles, sont pas trop cool. C'est pour ça que des fois, quand on prend des antibiotiques, c'est pour ça qu'ils essayent de diminuer de plus en plus et
l'attribuer vraiment que quand c'est nécessaire. C'est pour ça que les antibiotiques, en fait, ils font pas trop le tri, malheureusement. Ils vont détruire les bactéries, bon, pour notre bien, évidemment, celles qui sont en train de nous agresser, mais dans la bataille, des fois, ça a fait un peu de ménage sur celles qui étaient là pour nous aider. Et c'est pour ça qu'après, il faut reprendre des cures de probiotiques pour on va dire, réintégrer nos bonnes bactéries pour venir nous aider, parce que sinon, on peut avoir, par exemple, des diarrhées après des antibiotiques, après des antibiothérapies. Voilà, en fait, ça crée une brèche. Il manque, il manque des bodyguards à l'appel, quoi. Donc, il faut on refait la flore. Voilà, c'est pour ça qu'ils évitent aussi de mettre des antibiotiques tout le temps, parce que ça crée cette brèche-là. Et aussi parce que quand on les met et qu'il n'y en a pas besoin, les bactéries, elles sont intelligentes, elles apprennent. Donc, en fait, elles apprennent à se battre contre l'antibiotique. Donc, la prochaine fois qu'on va lui présenter l'antibiotique, elle va dire « Toi, on s'est déjà vu. Je sais, j'ai appris. » Donc, elles deviennent résistantes. Et en fait, on a des médicaments qui n'ont plus d'utilité. Et les bactéries, en fait, elles mutent, elles apprennent. Et en fait, elles sont résistantes aux armes qu'on leur a présentées. Donc, il ne faut pas présenter à tout bout de champ des antibiotiques comme ça quand c'est pas nécessaire. Voilà, c'est très, très imagé. Hein. C'est vraiment pour comprendre. Voilà, il y a sûrement des imprécisions, des inexactitudes, mais c'est pour comprendre un peu que le mécanisme, voilà, de la résistance des bactéries. Et pourquoi, après une antibiothérapie, il faut prendre des probiotiques. C'est pour refaire notre flore. Voilà. On en a donc dans la bouche, on en a dans le système digestif, on a notre flore vaginale aussi chez les femmes. Voilà, on a une flore sur notre peau. On en a partout qui sont là pour nous protéger. Donc ouais, on a plein de petits bodyguards, on a plein de petites casernes de pompiers partout qui sont là pour tirer à vue. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, hop là, elles sont là pour nous aider. Mais c'est des bactéries à la base. Voilà, mais c'est des bonnes bactéries. Donc ça, c'est des cellules, on va dire, plus comme on a l'habitude d'entendre, c'est lymphocytes, voilà. Ça, on a ça dans notre tissu conjonctif. On a d'autres types de cellules immunitaires dans le tissu conjonctif qu'on appelle les macrophages. Phage, ça veut dire manger. C'est lié au fait de manger, phage. Comme l'aérophagie, enfin, vous voyez, dès qu'il y a phage, c'est lié à la nourriture, l'alimentation, la bouche, voilà. Et bien les macrophages, eux, c'est des cellules immunitaires, c'est assez drôle, on les appelle comme ça parce qu'ils ont un mécanisme, ils vont venir gober, ils vont venir englober comme ça l'agent pathogène. Ils vont venir le gober, ça va venir le phagocyter, comme on dit. Donc ça, c'est drôle comme système. Et voilà, elles ingèrent les pathogènes et les débris de cellules dérivés des monocytes du sang. Donc en gros, c'est un peu les protecteurs éboueurs. Eux, ils ont la double casquette. Ils sont là pour venir gober ce qui n'a rien à faire là, et les déchets et les agents pathogènes. Voilà, donc là, on a des macrophages, donc toujours pour jouer le rôle de défense dans notre tissu de soutien. Hop. On va les faire aussi en vert, ça fait plaisir. Vert, c'est bien. Je suis d'humeur verte. Hop, de macrophages qui vont venir ingérer, phagocyter les agents et les déchets, tous les pathogènes, tous les débris, hop, ils vont finir gobés par notre cellule là, macrophage, capable donc de phagocytose. C'est le mécanisme de venir phagocyter, venir gober comme ça. Et ensuite,
on a nos fameux lymphocytes. On en entend souvent parler, lymphocytes T, tout ça. Les lymphocytes, les cellules principales du système immunitaire, c'est les plus célèbres, les plus connus. Voilà. Et bien, on a des lymphocytes dans notre tissu conjonctif. Ils sont là, nos petits lymphocytes. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire cette couleur, c'est pas très voyant. Je vais essayer de bien insister. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, les lymphocytes, c'est les cellules immunitaires aussi. Qui sont là, en 3. Il y en a là aussi. Ah mince, il y en avait un autre, je ne l'ai pas colorié, macrophage là. Donc là, on a aussi du lymphocyte. Et là, on a encore un gros macrophage. Voilà. Donc là, on voit bien que lui, il a de l'espace, il a son noyau, mais il a de l'espace là pour venir, comme ça, il va venir englober l'agent pathogène. Tac. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non. Ensuite, on a aussi des mastocytes. Il y a encore un autre type de cellules immunitaires. Qu'on aura en 4. Eux, ils agissent de manière très très précoce dans la réponse immunitaire et sécrètent de très nombreuses substances vasoactives et chimiotactiques. En gros, eux, ils vont arriver, ils vont préparer le terrain. Ça va être les premiers arrivés sur le truc, vous imaginez, c'est eux que je dis n'importe quoi. Ils arrivent, ils voient qu'il y a un problème, genre vite, ouais, on appelle les pompiers, on commence à faire les premiers gestes, à sécréter les premiers trucs. Eux, ils sont là, c'est vraiment les précurseurs, c'est les premiers arrivés sur le terrain qui commencent déjà à faire les premiers secours, si on peut dire. C'est très imagé, mais c'est leur rôle. C'est les mastocytes. C'est la réaction immunitaire précoce. Ils vont venir baliser la route, ils vont dire route bloquée parce qu'il y a un accident, on appelle les pompiers, la totale. Voilà, eux, c'est leur rôle à eux. 4, les mastocytes. Ils vont venir créer un appel de substances chimiques, ils vont préparer les vaisseaux sanguins à faire circuler un tas de substances. Voilà, ça c'est le rôle des mastocytes. Voilà. Quatre. Voilà, voilà. En 5. Ah, mais attends, on va faire le 7 avant. Parce que 7, c'est pareil. Les éosinophiles, on va faire 7 et 9 parce que c'est encore... Il y a beaucoup de cellules immunitaires. Hein. Les éosinophiles, c'est aussi des cellules immunitaires. Eux, ils sont engagés dans tout ce qui est réaction allergique. Voilà. Ils répondent aux allergènes et aux infections des parasites. Et ce sont aussi des phagocytes. Donc eux aussi, ils ont la capacité de venir gober, englober les agents pathogènes ou problématiques. Voilà. Et eux, ils sont un petit peu plus spécialisés que les autres par rapport aux allergies et aux parasites. 7. Voilà. Donc eux aussi, ils ont de quoi? Ils ont de l'espace pour venir phagocyter.
7, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? 7. Ouais, on est bon. C'est bon. Et les neutrophiles, c'est pareil. Eux aussi, c'est des cellules. Quelle couleur on peut se faire? Je suis utilisé quoi, moi? Orange. Les neutrophiles, eux aussi, c'est d'autres cellules immunitaires capables de phagocyter. Ils sont un petit peu plus impliqués quand il y a une notion de trauma. Alors pourquoi? Bonne question. Je vais essayer de chercher pourquoi. Parce que ça, cette info, je ne l'avais pas. Comme moi aussi, j'aime bien apprendre des trucs. Je sais qu'on les appelle polynucléaires parce qu'ils ont, on le voit, plusieurs noyaux. Là, ils en ont 4. Là. Les autres, ils en ont un souvent. Là, donc on dit souvent polynucléaires neutrophiles. Mais alors, je ne savais pas que c'était eux les spécialistes de la traumatologie. Et je vais essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est eux qui sécrètent des trucs anti-inflammatoires? Enfin, je vais essayer de comprendre. Donc 9, il n'y a que là 9. Ah oui, là, on aurait pu colorier un 3 encore, ils l'ont oublié. Là, on a un autre lymphocyte ici. Hop. Voilà. C'est joli, hein? On dirait un papier peint un peu, un peu 70. Alors, là, par contre, je suis intriguée. Pourquoi les neutrophiles sont spécialisés en traumato? Ils ont fait des études de traumato. Alors, pareil, c'est la brigade d'intervention rapide. Dès qu'il y a traumatisme de type choc, plaie ou écrasement, ce sont les premiers globules blancs à débarquer. Les neutrophiles représentent 70% des leucocytes circulants. Ils sont donc très très nombreux, d'accord? Ils circulent déjà dans le sang proche des tissus, donc pas besoin de les fabriquer. Donc ils sont déjà prêts, en gros. Scouts, ils sont toujours prêts. Pourquoi? Alors, un traumatisme déclenche la libération de signaux chimiques. Ok, bon, des cytokines, etc., peu importe. Donc en gros, dès qu'il y a trauma, il y a certaines molécules qui sont sécrétées par le trauma qui va les attirer. En fait, ça va les alarmer. Ils vont repérer ces signaux chimiques dans le sang. Et comme ils sont déjà là, ils vont directement aller sur le site d'intervention, quoi. Et qui attire en priorité les neutrophiles. C'est un phénomène qui est appelé chimiotaxie. C'est drôle. En gros, ils repèrent les signaux chimiques précoces et comme ils sont déjà là dans le sang, ils déboulent direct. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont libérer des débris, les fragments de collagène, l'inflammation, ok. Donc on a migration rapide des neutrophiles depuis les vaisseaux, 30 minutes à quelques heures, donc ouais, ça va vite quand même. Ils vont venir phagocyter, donc ils vont engloutir les débris et les bactéries opportunistes. Ils vont libérer les enzymes et les radicolis pour venir dégrader toutes les chairs abîmées. Et ils vont appeler les renforts, macrophages, lymphocytes, fibroblastes, etc. Donc oui, en gros, c'est les pompiers qui vont arriver pour ensuite appeler le SAMU, quoi. C'est les premiers arrivés, ils commencent déjà à faire un peu de ménage. Et ils appellent les autres en renfort. Les neutrophiles sont spécialisés dans les menaces aiguës. Donc ils n'attendent pas quoi que ce soit, c'est des fonceurs. Ils travaillent vite, mais pas longtemps. Je savais pas ça. Ils travaillent vite, mais pas longtemps. Ils ont une vie à peu près de 6 à 12 heures. Et ils laissent ensuite place aux cellules plus lentes et spécialisées en fonction de la problématique. Ok. Eh bien, dis non. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est les pompiers qui arrivent sirène hurlante, qui commencent déjà... ils se mettent au boulot direct et ils appellent les renforts, quoi. Trop fort. Ils sont vraiment trop forts, quand même, ces neutrophiles. Ah ben, je les verrai plus comme avant, eux. Et donc, j'aimerais bien voir la différence, du coup, avec les mastocytes, parce que eux aussi, ils sont dans la réponse
précoce. Alors, attends, je vais mettre quelle différence avec les mastocytes. Donc, neutrophile et mastocytes sont tous les deux impliqués dans l'inflammation, mais ils jouent dans deux équipes différentes. Les neutrophiles, donc on l'a vu, c'est l'intervention rapide qui arrive massivement pour neutraliser et nettoyer. Les mastocytes, eux, on va dire, c'est la coordination. Ils déclenchent et régulent la réponse locale. Les neutrophiles viennent de la moelle osseuse et ils circulent dans le sang. Et ils vivent quelques heures, une douzaine d'heures. Okay. Les mastocytes, eux, viennent aussi de la moelle osseuse, mais ils ont une maturation au sein même des tissus. Okay. Ils sont résidents permanents des tissus. Ah, ils ne sont pas circulants, d'accord. Les mastocytes, ils sont sur site, c'est le cas de le dire, alors que les neutrophiles, eux, ils circulent dans le sang. Ok. Et ils peuvent vivre plusieurs années, par contre, les mastocytes, d'accord. Mais disons, je me coucherai moins bête, moi. Alors, rôle principal, les mastocytes, eux, ils vont déclencher une inflammation locale en libérant histamine et autres médiateurs qui vont attirer massivement d'autres cellules immunitaires. Ils participent dans les réactions allergiques. Ben oui, j'imagine que pour ça, en allergie, c'est pour ça que tout d'un coup, c'est un peu des tableaux un peu cataclysmiques. Alors, les neutrophiles, eux, ils arrivent après l'alerte donnée par des cellules sentinelles, notamment les mastocytes. Ils entrent dans la zone hyphagocyte, ils nettoient, etc., etc., et ils meurent sur place. Et ils forment du pus. Ah, c'est eux qui forment le pus, les neutrophiles. Ok, bah oui. Ils arrivent, ils englobent le truc et ils s'autodétruisent, quoi. Bon, ils sont trop forts, eux. Par contre, les mastocytes, ils sont déjà in situ. Ils vont détecter le traumatisme. Eux aussi, ok, ils vont libérer instantanément leur contenu, l'histamine, l'héparine, les cytokines, qui induit une vasodilatation, une perméabilité accrue des vaisseaux qui vont appeler les autres cellules immunitaires. Ok, et donc un rôle dans les allergies. Ok. Ah oui, en effet, on va dire, c'est les deux précurseurs, mais ils n'agissent pas du tout de la même manière. Ouais. Le mastocyte, c'est lui qui ouvre la voie en disant let's go, c'est parti. Et les neutrophiles, eux, ils déboulent et ils nettoient tout, ils déblayent tout et ils s'auto-détruisent au passage. Ah ouais, incroyable. Je me coucherai moins bête. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Parce que j'étais dans mon truc là. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, j'espère que vous trouvez ça aussi fascinant que moi. Eh bien, il nous reste des cellules qui n'ont rien à voir avec le système immunitaire et qui sont aussi présents dans le tissu conjonctif. On a nos cellules adipeuses, donc adipocytes. Eux, leur rôle, c'est de stocker et de libérer les triglycérides selon les besoins. Les triglycérides, c'est des graisses. Des fois, on a ça à la prise de sang, on voit triglycérides. Donc, ils vont stocker les triglycérides et produire aussi des hormones, des facteurs de croissance. Voilà, les adipocytes n'ont pas qu'un rôle de stockage des graisses. C'est un petit peu plus vaste que ça. Ils sont où? Là. 5 tissus adipeux, donc on en a là. On les a vus tout à l'heure, c'est comme des grosses gouttes d'huile dans un bol qui flotteraient là, comme une grosse micelle. Voilà. Ils sont là. Ils stockent la graisse, sachant que la graisse, c'est très très calorique pour le. Enfin, la graisse constitue une réserve de calories en fait pour le corps. Donc eux, ils sont là pour stocker cette calorie sous forme de triglycérides. Hop. 5. Donc tout ça là, on a du tissu adipeux. Et on l'a vu assez bien, on voit la différence là, vous voyez, sur cette planche, sur cette coupe microscopique, on voit bien, hein,
Ça fait comme des taches d'huile qui flotteraient dans un bol d'eau. On le voit dans une soupe ou ce genre de choses. On voit les petites micelles d'huile. Ben, ça fait un peu la même chose. Les adipocytes, c'est un peu cette forme-là. Voilà. Ça, c'est nos adipocytes. Et donc, ils vont libérer des calories selon les besoins de l'organisme. Ils produisent aussi certaines hormones et des facteurs de croissance. Alors, quelles hormones? Je ne sais plus lesquelles. Alors, quelles hormones donc? C'est parti. Alors, donc les adipocytes, ce n'est pas une grosse réserve de gras. C'est des vraies cellules endocrines. Donc, endocrines, ça veut dire qu'ils sont capables de sécréter des hormones dans le sang. Alors, qui sécrètent des hormones et des médiateurs, notamment les adipokines. C'est drôle, cytokines, adipokines. On a plein de médiateurs là, dis donc. Ah, la leptine, mais oui. Ah, je savais pas que c'était. Je croyais que c'était au niveau de l'estomac que c'était sécrété. La leptine, c'est ça qui donne la régulation de l'appétit. Voilà, qui donne au cerveau un signal de satiété. Plus les réserves de graisse augmentent, plus la leptine est sécrétée. Mais, attention, paradoxe, en cas d'obésité, on développe une résistance à la leptine. Donc, il peut arriver que la sensation de satiété soit donc complètement perturbée. Alors, ça sécrète aussi de l'adiponectine, qui augmente la sensibilité à l'insuline, qui favorise l'oxydation des graisses, et effet anti-inflammatoire et protecteur cardiovasculaire. Ah, il apparaît paradoxalement, c'est fou ça, le taux baisse plus la masse graisseuse augmente. Donc en fait, il faut avoir un peu de graisse, mais pas trop. Parce que plus on en a, en fait, plus les bons effets des cellules adipeuses, donc des adipocytes, baissent. C'est comme si les deux courbes étaient, on va dire, radicalement opposées. Plus l'une monte, plus l'autre descend. Donc en fait, plus on a de masse grasse qui augmente, moins on a les sensations de satiété, etc. Et plus on a une masse grasse aussi qui augmente, moins on a de phénomènes anti-inflammatoires naturels, moins on a de protection cardiovasculaire naturelle, moins on est sensible à l'insuline, donc ça perturbe tout ce qui est diabète et compagnie, enfin la glycémie. En gros, ça fait tout l'inverse que c'est censé faire. Ça devient la cata. Résistine, donc insulinorésistance et inflammation. Ah ouais, c'est vraiment souvent des hormones liées à tout ce qui est glycémie, diabète, inflammation. Eh bien, dis donc. Effet similaire à l'insuline, pro-inflammatoire, les cytokines pro-inflammatoires, l'angiotensinogène, précurseur de l'angiotensine, donc impliqué dans la régulation de la tension artérielle, les œstrogènes aussi, conversion des androgènes en œstrogènes après la ménopause. Ok. Eh bien, dis donc, un petit résumé. Donc la leptine, stop, j'ai assez mangé. L'adiponectine, je brûle bien mon sucre et mon gras. La résistine, terrain inflammatoire, résistance à l'insuline. L'angiotensine, influence de la tension artérielle. Aromatase, œstrogène, influence hormonale. Ben dis donc, globale. Eh bien, si on savait que notre graisse était capable de remplir tous ces rôles, on ferait un peu plus attention. On y porterait plus d'attention en tout cas. On ne penserait pas juste que c'est un gros réservoir de gras, mais que c'est aussi là pour équilibrer notre santé. Donc oui, faisons attention à notre masse grasse. C'est trop souvent négligé. C'est pour ça d'ailleurs que, en fait, je pense, j'imagine que plus ça va, plus on prend du poids, en fait, plus on est exposé à d'autres facteurs de risque, donc l'obésité. Donc ça va créer aussi, là on le voit, des problèmes de tension, des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, des problèmes hormonaux. Enfin, en fait, ça va induire plein de problèmes de diabète. C'est pour ça que des fois, quand les gens, juste en perdant du poids, ils ont pas mal de petites problématiques ou de grosses problématiques comme ça. En fait, ils rentrent dans l'ordre. Ils prennent beaucoup moins de médoc. J'ai notamment des patients qui ont fait des chirurgies bariatriques, donc des chirurgies de l'obésité, qui
qui ont perdu énormément de poids. Donc avant, ils étaient diabétiques, avant, ils avaient de la tension, ils avaient plein de problèmes. Et depuis qu'ils ont perdu, voilà, qu'ils sont revenus à on va dire, une stature à peu près physiologique, voilà, qu'ils ont perdu énormément de poids et que leur IMC est revenu dans les normes, eh ben, ils ont plus de tension, ils n'ont plus de diabète, ils n'ont plus rien. C'est un truc de fou. Je vais voir s'il y a vraiment, j'imagine, une corrélation. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a un lien entre chirurgie bariatrique ou en tout cas perte de poids assez massive et réduction des autres facteurs de risque cardiovasculaire? Alors oui, il existe une corrélation forte, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils le font de toute façon, entre perte de poids importante, notamment après une chirurgie, et l'amélioration, voire la rémission complète de pathologies métaboliques et cardiovasculaires comme diabète de type 2. Évidemment, on parle toujours de diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est pas le même mécanisme. Et puis on l'a enfant, de toute façon, en général, ou jeune en tout cas. Le diabète de type 2, souvent, on l'a âgé, autour des 40-50 ans. Enfin, âgé. Voilà, on l'a pas enfant, quoi. Tac, alors, corrélation forte. Donc, ça réduit le diabète, ou ça peut annuler le diabète de type 2, hypertension, l'apnée du sommeil. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, les gens me le disent aussi, ils n'ont plus d'apnée du sommeil. Et toutes les dyslipidémies, donc triglycérides, cholestérol. Ce n'est pas seulement un effet mécanique dû à la perte de masse grasse, il y a aussi une réorganisation hormonale profonde. Bah oui. Bah oui, ça revient à dire ce qu'on venait juste de dire. Résultat, jusqu'à 80% des patients peuvent rentrer en rémission complète de diabète. Oh, c'est fou grâce au système hormonal là. Sur l'hypertension, perte de masse grasse, donc baisse de production d'angiotensinogène par les adipocytes, donc c'est ce qu'on a vu. Activation du système, baisse de la tension, meilleure élasticité vasculaire par diminution du volume sanguin aussi, bah oui. Résultat, 70% des patients voient leur tension disparaître ou être mieux contrôlée. C'est un truc de fou. Mécanisme global, une sorte de reset métabolique. Alors ça, la perte rapide de graisse viscérale, celle qui est autour des organes, induit une forte baisse de l'inflammation du système. Normalisation des signaux hormonaux, amélioration du profil lipidique et de la sensibilité à l'insuline, réduction de la charge mécanique sur le cœur, bah oui, et les articulations. Donc la chirurgie bariatrique agit comme un coup double. Choc hormonal dès les premiers jours et perte massive de graisse. C'est pour ça que certaines pathologies, entre guillemets, s'annulent, même avant d'avoir atteint l'objectif final de perte de poids. C'est un truc de fou. Ben voilà. Voilà le pourquoi du comment, en fait. C'est grâce à l'action hormonale de nos adipocytes. On a qui d'autre dans notre tissu conjonctif? On a nos fibroblastes. On va les faire en bleu. Nos fibroblastes 6, c'est des cellules abondantes qui vont synthétiser tous les éléments fibreux et élaborer aussi la matrice. Donc, ils vont sécréter le bain des petits baigneurs et à la fois les fibres. Donc, 6, ils sont là, eux. Alors, attends. Hop. On va les faire en bleu. Attends, je vois comment eux ils l'ont fait parce que c'est des cellules un peu étendues. Je voudrais pas colorier, pas comme il faut. Ah oui, c'est bien ça. Oui, d'accord. Ouais, donc ils sont là, ils viennent en fait faire des petits bras, des petits ponts comme ça là. Ils s'agrippent aux fibres. Voilà. Et ils font des ponts là. Ah mince, j'ai colorié la fibre. Vous le voyez. Ah, pardon, désolé, je fais tout trembler. J'ai colorié la fibre là, ça va pas du tout.
Voilà. Mince, on va laisser ça sortir. Colorier la fibre là aussi, tout va bien. Hop là. J'ai tout colorié comme une sauvage. Hop. Voilà, nos fibroblastes. Ici, il y en a un là. Ils sont là, présents. Hop, pour venir sécréter. On dirait un peu comme des sortes de neurones. C'est drôle. Avec leurs axones là. Mais non, ce sont des fibroblastes. Oh mince, j'ai encore colorié la fibre. Oh. Hop, voilà. Nickel. J'allais dire B. Ah bah oui, je me disais, j'ai plus de... Ah bah oui, c'est ma musique qui vient de s'arrêter. Voilà. Je me disais aussi que c'était trop calme. Vous êtes beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Hop, je colorie vraiment comme une sauvage là. Voilà, nos fibroblastes qui sont là. Ah mince, quelle andouille, j'ai colorié le myofibroblaste. Excusez-moi, ça y est, je m'enflamme. Je m'enflamme complètement. Hop. Voilà. Ça y est, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc ça. Ils sont là. Pardon, et pas là. Parce que là, c'est 8. Ils sont un petit peu partout là. C'est nos petits baigneurs. Voilà, tout ça là. C'est nos fibroblastes. Dans notre tendon. On les a vus tout à l'heure. Voilà. Ils sont là. Ils sont là dans notre capsule. Ils sont là dans notre tendon. Là, ils sont là, tous nos fibroblastes, les points violets. Voilà. Les fibroblastes, ils sont là. Les petits baigneurs aussi, là. Tuc. Et il va nous rester en 8 les myofibroblastes. Eux, ils sont capables de se contracter. Et oui, myo, ça fait référence à muscle. Myologie. Les myofibroblastes, capables de contraction, possèdent des fonctions similaires à celles des fibroblastes et des cellules musculaires lisses. C'est une sorte d'hybride. Voilà, entre le tissu musculaire lisse, qui est un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, autonome, et les cellules des fibroblastes. Voilà, cette espèce de petite hybride. Notre myofibroblast. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus aussi sur lui. Voilà. Il est là.
Notre myofibroblaste. Bon, chaque fois, je suis passée sur les... Voilà. Là, on a nos globules rouges. On va pouvoir les colorier un petit peu d'ailleurs. On va les faire un peu plus rose, mais... Voilà. Là, on a nos globules rouges dans les capillaires. Nos hématies. Hématies, ça veut dire globules rouges. Voilà. Là, on a nos globules rouges dans le sang. Voilà. Là, on a un capillaire sanguin. Là. La substance fondamentale, le gris, hein, c'est l'eau des baigneurs, toujours. Les fibres réticulées. Voilà, des fibres de collagène beaucoup plus grosses. Et les petites fibres fines, élastiques. Voilà, on a tout le package, les ingrédients du cocktail. Et après, on se rend compte qu'elles sont à différentes quantités, différentes proportions, différentes organisations. Chaque tissu conjonctif a sa propre recette pour donner le résultat que nous sommes. Voilà, avec les mêmes ingrédients, on a X combinaisons possibles, donc X tissus possibles, qui vont du tendon au cartilage, le sang, des organes, la rate, enfin voilà. C'est fou, avec la même base, à quoi on peut aboutir, et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique dans le corps humain, c'est un truc de fou. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu plus ces petits brides-là de myofibroblastes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh oui, c'est un hybride entre un fibroblaste et une cellule musculaire lisse. Il joue un rôle clé dans la réparation, ok, et dans certaines cicatrices pathologiques. Alors, on va en apprendre un peu plus. Les cellules locales provenant de la circulation se différencient. Ok. Alors, ils sont présents dans les fibres de stress riches en actine musculaire qui leur permet de se contracter. Ils ont la capacité à produire du collagène et de la matrice. Ok. Il adhère fortement à la matrice. Donc son rôle dans la cicatrisation, après la phase inflammatoire, les myofibroblastes apparaissent dans la zone lésée. Ils vont synthétiser du collagène pour combler la brèche. Ils vont induire une contraction du tissu cicatriciel pour réduire la surface de la plaie, comme tirer. D'accord. Donc il va faire en sorte de rapprocher les berges de la plaie, entre guillemets. Et une fois la cicatrisation avancée, ils vont disparaître par mort programmée, qu'on appelle l'apoptose. Donc eux aussi, une fois qu'ils auront rempli leur rôle, hop, ils vont s'auto-détruire. Mais par contre, ça peut mal tourner. Alors, si les myofibroblastes persistent au lieu de disparaître, ils vont continuer de produire du collagène et à contracter le tissu. Et ça va donner de la fibrose. Aïe, 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 aïe. En cas de fibrose, par exemple, pulmonaire ou de cirrhose hépatique, de cicatrices qu'on appelle kéloïdes. Les cicatrices kéloïdes, c'est les cicatrices qui sont un peu boursouflées, qui sont en volume, qui sont un peu moches. Voilà, c'est la cicatrice moche. Ou alors la maladie de Dupuytren. Ah, la maladie de Dupuytren, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui ont ils ont l'aponévrose palmaire qui est toute contractée. Et en fait, on voit les fibres de leurs mains qui sont toutes, qui ressortent. Et ils peuvent plus étendre les doigts. En fait, ça s'est tellement contracté, fibrosé, rétracté que ils sont bloqués et on voit les fibres de leur aponévrose palmaire. Ça, c'est la maladie de Dupuytren. Et je ne savais pas que les myofibroblastes étaient impliqués là-dedans. Ah oui, donc à la fois ils construisent le collagène, donc d'où le côté fibroblaste, et à la fois ils contractent les berges d'une plaie, le côté myo, le côté musculaire. Et normalement, une fois le travail fini, ils s'en vont. Ils s'autodétruisent, sauf en cas de problème. Et là, ça crée de la fibrose. Quand ça dysfonctionne, ça peut arriver des fois. Oh là là, dis non, j'aurais appris un paquet de trucs là. Sur le tissu conjonctif, c'est vraiment un tissu tellement intelligent. On en a partout. Heureusement qu'il est là. Hein. C'est vraiment un tissu qui vient pour soutenir, qui est là en backup.
Est-ce qu'on a une petite note clinique? Je regarde si jamais... Parce que des fois, il montre des trucs aussi dans ce livre. Hop. Le cartilage, le sang. Alors, ah oui, on va essayer de comprendre un peu pourquoi le sang est considéré comme un tissu conjonctif. Il est considéré comme un tissu conjonctif parce qu'il vient du mésenchyme. Donc, il vient de la cellule, enfin de la couche, pardon, embryonnaire du milieu. Un méso, enfin c'est un méso en fait. Il est composé de cellules et de fragments cellulaires qui baignent dans une matrice liquide appelée plasma. Les fibres du sang sont les protéines fibreuses, le fibrinogène qui se transforme les fibres en fibrine lors de la coagulation. Pardon. Ok, c'est pour ça qu'il est considéré comme un tissu conjonctif, c'est qu'il y a une matrice dans laquelle baignent les cellules et qu'elle est capable de sécréter des fibres, la fibrine qui va intervenir dans la formation des croûtes, hein, la coagulation. Et coucou Tigresse, ça va super, ça va super bien et toi? On est sur le tissu conjonctif, je peux te dire que c'est toute une histoire. Le sang est le véhicule du système cardiovasculaire, il transporte voilà, les déchets, les gaz, etc., et de nombreuses autres substances. Voilà pourquoi il est considéré comme lui aussi un tissu conjonctif. Le tissu osseux, alors lui aussi, étant donné qu'il est dur comme le roc, le tissu osseux qui forme l'os soutient et protège. Donc lui, il a vraiment un rôle de soutien. Les os renferment par ailleurs des cavités qui servent au stockage des graisses et à la synthèse de cellules sanguines. Hein, on l'a déjà vu. La matrice des os ressemble à celle du cartilage, mais elle est beaucoup plus rigide. Hein. Le cartilage, forcément, avec le calcium. Non seulement elle contient plus de fibres, de collagène, mais elle possède aussi un constituant supplémentaire, les sels de calcium. Voilà. Donc on va dire c'est un tissu conjonctif calcifié. Les ostéoblastes et les ostéoclastes, voilà. On en avait vu les ostéocytes, on en avait parlé quand on avait fait le tissu osseux. Magnifique. Alors, je regarde si on a d'autres trucs. Tissu musculaire, ça on le verra quand on fera les muscles et les nerfs. Voilà. Ah oui, et là il nous reprécise dans le livre, évidemment. On en avait parlé un peu tout à l'heure. Le tissu conjonctif, c'est aussi un tissu qui vient recouvrir. En fait, c'est 1, 2, 3. Le tissu conjonctif fait aussi des membranes, tout ce qui est muqueuse, membrane, etc. Ça joue, en fait, enfin, ça constitue pas. Ça joue un rôle de soutien, on l'a vu là. Donc, en fait, le tissu conjonctif est intimement lié aux autres tissus, puisque le tissu conjonctif vient soutenir la peau. Il est juste en dessous les cellules de la peau. Il vient soutenir les muscles. Ça vient rabouter les muscles aux os. Donc en fait, il vient au bout des os. Enfin bref, le tissu conjonctif, il est intimement lié à la peau, à tous les tissus de revêtement, aux nerfs, aux muscles. Voilà, donc en fait, le tissu conjonctif, c'est pas comme s'il était partout, mais presque. Dites-vous qu'il est partout. Partout. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres petits trucs sympas à nous raconter, ce joli livre. Épithélium, bah oui, forcément, ça c'est on le verra quand on fera la peau. Hop. Donc là, on nous raconte des petites choses sur comme d'habitude, les notes cliniques sur le tissu conjonctif. Alors, t'as chaud, tu viens de rentrer des courses, t'es bien devant le ventilo. Bah, tu m'étonnes. Je t'imagine comme ça. Avec le ventilo qui te souffle à la figure. Les aisselles à l'air, comme ça. Faut que ça aère. Mais... Ah non, c'est juste le truc. Je croyais que j'avais coincé un crayon. Note clinique. Ben oui, il y a aussi des dysfonctionnements
dans le tissu conjonctif. Et ça peut, quand le tissu commence à proliférer, à faire n'importe quoi, à se déséquilibrer, ben souvent ça crée des tumeurs, des processus cancéreux. Et donc les tumeurs du tissu conjonctif sont appelées les sarcomes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du sarcome d'Ewing. Enfin voilà, il y a des noms comme ça qui peuvent sortir de temps en temps. Il y a environ 25 types différents de collagène. Les types 1 à 4 sont les plus communs. Le type 1, c'est environ 90% du collagène du corps humain. Il est très très présent au niveau peau, tendons, muscles, ligaments, os. Le collagène de type 2 est très présent au niveau du cartilage. Le collagène 3 est très présent au niveau du tissu conjonctif réticulaire. Voilà. Qui est le tissu de soutien des organes. On l'a vu, le tissu constitutif des organes. Hop. On l'a vu, le réticulaire, c'est là au niveau de la rate, notamment. On l'a bien vu. Hop. Je reprends pour le tissu des organes. Le 4, c'est le collagène de la peau, qui est la base de l'épithélium. L'épithélium, c'est la peau. Voilà. Sous la peau, ça c'est toutes les cellules de notre peau. Et en dessous, on a la lamina propria. Enfin, des épithéliums, on en a ailleurs. Enfin bref, imaginez-vous c'est que toutes les peaux, les membranes, voilà. Et on a la lamina propria, qui est une bande de tissu conjonctif qui vient être en dessous pour soutenir, voilà, cette peau, cette membrane, cette muqueuse. Voilà. On a surtout 4 grands types de collagène. Le 1, tendons, peau, muscles, ligaments, os, etc. Le 2, cartilage. Le 3, tissu conjonctif lâche, donc les organes. Et 4, c'est au niveau des épithéliums, donc les peaux, les membranes, pour soutenir la paroi de l'estomac, pour soutenir la paroi des vaisseaux sanguins, enfin voilà, toutes les muqueuses, toutes les membranes, ces choses-là. Donc notre tissu conjonctif, vous commencez à comprendre, et je pense que vous l'avez bien compris, qu'il est omniprésent. On en a partout, 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 partout. Voilà, c'est la toile d'araignée du corps humain, et quand on regarde ça, bon là c'est une image virtuelle, un prototype. Mais là, on voit bien quand même que le tissu conjonctif, c'est la toile d'araignée du corps humain, qui est là pour, comme Spider-Man, venir un peu faire que tout se passe bien. Ça vient soutenir, ça vient protéger, ça vient stocker. Enfin, ça fait énormément de fonctions. Le tissu conjonctif, si vous ne le connaissiez pas, c'est le tissu du corps humain. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire d'autres choses à propos? Je vais voir ça du tissu conjonctif. Hop, ah, je écris n'importe quoi. Alors, petite note clinique. Qu'est-ce qu'on dit? Certaines maladies. Ah oui, maladie de Marfan, syndrome d'Ehlers dans l'os, tout ça, c'est des pathologies du tissu conjonctif. Voilà, si vous en avez déjà entendu parler. Ça donne des problèmes d'hyperlaxité, problèmes cardiaques, des problèmes ligamentaires, des problèmes de peau qui sont trop extensibles ou qui cicatrisent mal. Enfin voilà, tout ça, c'est des maladies du tissu conjonctif. Voilà, commencez à comprendre. D'autres pathologies plutôt auto-immunes, ça c'était surtout génétique, là, le Marfan, les Ehlers dans l'os. On a des pathologies auto-immunes, comme le lupus par exemple, qui va attaquer des organes avec des douleurs articulaires, de la fatigue. On a la sclérodermie aussi, avec le tissu conjonctif qui vient à s'épaissir, à se rigidifier. Ça affecte donc la peau, les organes. Enfin, en fait, à partir du moment où le tissu conjonctif il déconne, il y a tout qui va déconner. Voilà.
Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que le tissu conjonctif, c'est un réseau vivant, omniprésent. C'est une trame. Et si elle est ben voilà, problématique, c'est tout le corps qui en pâtit. Voilà. Eh bien, les amis, c'était beau, c'était grand, c'était le tissu conjonctif. Enfin, les tissus conjonctifs. Vous devriez être capable de me reprendre maintenant. Entre sang, graisse, tendons, cartilage, peau. Voilà, on parle des tissus conjonctifs.